Merci, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Donc, je suis très heureux sous les nouvelles couleurs de COFAS, que vous appréciez, j'espère, d'ouvrir cette session 2013 de notre colloque Risque Pays. Je voudrais vous féliciter de ne pas vous être cassé un os quelconque ou une clavicule en arrivant ici. Les conditions météo n'étaient pas favorables à la tenue d'un tel colloque, mais l'assistance nombreuse dans cette salle ne fait que renforcer notre arrogance très française et cofassienne de penser que ce rendez-vous est devenu un moment incontournable en ce début d'année pour tous ceux qui s'intéressent à l'international. Alors nous avons conçu, comme d'habitude, ce colloque comme un panorama global de l'année à venir, avec toujours les mêmes principes. D'abord la confrontation entre des intervenants d'horizons et de nationalités différentes et avec des spécialités différentes qui nous permettent de croiser à la fois les aspects financiers, économiques, monétaires, politiques et sociaux. Alors je voudrais en ce début de colloque partager avec vous quelques idées sur l'année 2013 vues à travers le prisme d'un assureur crédit. Alors j'ai la chance d'exercer avec d'autres ici un métier certes formidable, mais aussi original, parce que, comme d'autres, nous regardons à travers tous les registres macroéconomiques, financiers, le monde qui nous entoure, mais nous avons une obsession, c'est de revenir toujours à l'entreprise. C'est ce qui fait notre caractéristique et c'est ce qui explique que de nombreux chefs d'entreprise, responsables d'entreprise sont parmi nous aujourd'hui. Alors, que voyons-nous des entreprises depuis un an, depuis notre dernier colloque ? Ce que nous voyons ne nous rend pas optimistes à court terme. Nous avons constaté depuis un an des expériences de paiement qui se sont dégradées sensiblement. Notre analyse, c'est que le répit depuis la dernière crise de 2008-2009 a été très court. En fait, ça a été le répit le plus court depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il a duré 6 trimestres, du dernier trimestre 2009 au premier trimestre 2011, ce qui fait que les entreprises n'ont pas eu le temps nécessaire pour se renforcer, pour réaugmenter leur capacité d'autofinancement et augmenter leur profitabilité. Et une nouvelle crise est arrivée avec des contractions extrêmement lourdes. Il n'y a pas eu la brutalité, le choc de la crise précédente, mais il y a eu des contractions non moins lourdes, en particulier dans l'Europe du Sud. Et progressivement, les entreprises les plus fragiles, et on le voit encore ces derniers temps, se sont retrouvées fragilisées dans ce contexte. Alors, pour 2013, ça va être tout le sujet de ce colloque, quid de 2013. Donc, selon nous, la reprise fait face à 2 obstacles. Le premier obstacle, sur lequel on reviendra très largement, c'est celui de la dette colossale accumulée dans les différents pays, en particulier de la zone euro, mais également aux États-Unis. Cette dette est de nature publique et de nature privée. Elle concerne, selon les pays, les ménages ou les entreprises. La résorption de cette dette a commencé, elle a bien commencé dans certains pays, avec ce paradoxe qui fait l'objet d'ailleurs de débats entre économistes et politiques, c'est que pendant un certain temps, le remède accentue le mal. Et il y a un débat, même au sein du FMI, sur les éventuelles corrections à apporter aux politiques de redressement et de désendettement. Et puis le second obstacle nous semble plus constitué d'un risque politique multiforme. Si j'en reprends quelques éléments, la liste est longue. D'abord, il y a la radicalisation du débat politique aux États-Unis. C'est quelque chose de nouveau, le consensus habituel, le fameux coup de pied au fond de la piscine qui permet à ce moteur, à cette locomotive de l'économie mondiale de reprendre. Cette radicalisation fait que les choses sont plus difficiles qu'avant. La montée du chômage en Europe, des avancées certes au niveau des institutions européennes, mais encore incomplètes, des échéances électorales en février en Italie, à l'issue encore incertaine, et puis des troubles terroristes et politiques un peu partout dans le monde, et encore hélas, récemment. Alors nos estimations se ressentent de cette préanalyse que j'ai faite.
Nous pensons que, mais naturellement, ce sont des opinions qui vont être passées au crible, au tamis des intervenants qui vont venir, et j'espère qu'elles seront très largement débattues et même critiquées. Vous voyez mon masochisme. Donc nous pensons que l'économie va continuer à croître, mais au même rythme qu'en 2012, sans accélération, et que le monde va rester coupé en deux, entre les pays avancés d'une part et les pays émergents d'autre part. Parmi ces pays avancés, il y a la zone euro. Nous la prévoyons encore en récession, donc en faible récession, moins 0,1 à cette échéance. Les décimales sont presque ridicules, mais donc nous voyons une économie de la zone euro très stable, avec trop d'incertitudes sur les processus de désendettement, la refonte des institutions européennes, le chômage, etc. Aux États-Unis, nous prévoyons, contrairement à d'autres, parce qu'en ce moment, il y a un sentiment très, très optimiste, en particulier dans les marchés financiers. Si vous demandez aux banquiers, si vous circulez de Londres enfin, surtout en Europe, d'ailleurs, vous avez un sentiment très, très fort de croissance, de reprise de l'économie américaine. Nous pensons que les États-Unis vont ralentir à 1,5% contre 2,3%. Cette année, ça peut sembler pessimiste, mais nous pensons qu'il y a deux raisons à cela, encore une fois, à soumettre au feu des critiques. D'abord, la poursuite du désendettement des ménages et le fait que ce surendettement a apporté les leçons et que l'économie américaine ne croîtra plus jamais, en tout cas pendant longtemps, au même rythme que dans les années 90. Et puis aussi cette radicalisation du débat politique avec la défiance qui peut en résulter. Alors il y a une zone de sérénité, selon nous, ce sont les pays émergents, dont nous pensons même que la croissance va être un petit peu plus forte en 2013 qu'en 2012, 5,2% contre 4,9%. Ils ont appris des crises du passé. Il leur reste des marges de manœuvre budgétaires, monétaires, de change. Et donc nous pensons que ces pays-là vont tirer leur épingle du jeu en se réappropriant la portion de la croissance qu'ils ont perdue du côté des exportations vers la vieille Europe, comme dirait l'autre. Donc ceci est un constat un peu morose, mais c'est tout autour de ce constat que nous avons construit notre colloque, et je vais revenir un petit peu sur ce que Raphaël a présenté très, très rapidement. Le thème général du colloque, c'est le suivant: gisement de croissance donc dans les pays émergents, avancée institutionnelle en Europe. Et là, deux questions. La positive, comment ces potentiels pourront-ils se transformer en opportunités pour les entreprises? Et où sont les obstacles au retour de la confiance, qui est la condition sine qua non de la croissance à venir? Et ce thème général, nous l'avons réparti, comme vous l'avez vu dans le programme du colloque, en 5 questions principales qui nous semblent articuler l'analyse de 2013 au niveau mondial. Première question, l'Europe, où en est-on? J'ai parlé des avancées, en particulier depuis l'été dernier, l'OMT de la BCE, le début des discussions sur l'union bancaire. Tout ceci a fait que le scénario central, qui était celui d'un défaut de paiement d'un grand pays avec un effet domino, ce scénario central ne l'est plus. Naturellement, les risques ne sont pas éliminés. Et la preuve d'ailleurs qu'il ne l'est plus, c'est que les spreads souverains ont ou baissé ou se sont stabilisés, ce qui en est la preuve. Bon, mais comme dans les mauvais rêves, là, derrière la colline, on arrive une autre. Donc il y a encore beaucoup de questions qui restent posées au niveau des institutions européennes. D'abord, quid de l'OMT? Alors on a vu qu'en termes d'effet d'annonce, c'est suffisant. Quid en termes d'efficacité réelle? Vous savez qu'il faut un pays qui veut accéder à des solutions de ce genre doit obtenir un accord de la Troïka, donc c'est soumis à la conditionnalité de la Troïka. Est-ce qu'un pays dans une situation difficile aura le courage politique de procéder à cette démarche? Quel type de politique la Troïka, fort de ce que j'ai dit tout à l'heure, appliquera-t-elle ou demandera-t-elle au pays d'appliquer? Donc c'est une question. L'union bancaire, ça a commencé, mais on n'en est pas encore à la fin.
La campagne politique en Italie aura-t-elle un effet ou pas sur les spreads italiens selon les résultats? L'année dernière, dans ce colloque, nous parlions du fédéralisme budgétaire européen et nous vantions les mérites de cette solution pour sortir de la crise. Qu'en est-il? Donc, beaucoup de questions avec des réponses en attente. Et donc, on a un peu le sentiment que les acteurs économiques, les entreprises, les ménages, en attendant ces réponses, se sont mis en mode pause et attendent de voir ce qui va se passer. Donc là, nous allons avoir un cran d'avance sur eux, puisque ça sera l'objet de la première table ronde sur la zone euro. Après, deuxième question, bon, dans la zone euro, la demande intérieure va rester molle. En tout cas, c'est un pronostic assez crédible. Quid des exportations pour relancer, pour compenser cette demande intérieure? On en parle beaucoup, mais là encore, quels sont les obstacles? Quid d'abord des banques européennes qui, pour différentes raisons, Bâle III, les difficultés du crédit et la montée du risque sur le marché intérieur, etc., ont de plus en plus non pas de réticence, mais soutiennent moins et sont beaucoup moins actifs dans le financement du commerce. Est-ce que ça va avoir un impact? Ensuite, dans les pays émergents, on commence à voir la montée du protectionnisme. Il y a de nombreux exemples à cela, et on s'aperçoit que les pays émergents sont en train, à la fois conjoncturellement et structurellement, d'essayer de se réapproprier la part de la richesse qu'ils sont en train de perdre au niveau des exportations, des exportations vers nos pays, d'y avancer et essayent de progressivement réinternaliser au niveau de leur industrie, de leur économie, cette richesse. Ils protègent de plus en plus leurs entreprises. Ils ont commencé par protéger leur marché des capitaux. Vont-ils aller jusqu'à surprotéger leur marché des biens et services? Et donc cette question du protectionnisme dans les pays émergents fera l'objet de la seconde table ronde. Après, même supposons que les banques soient là, même supposons que le protectionnisme, certes, qui est déjà une réalité, mais n'évolue progressivement, enfin, supposons que tout ceci ne soit pas un obstacle. Il y a une troisième question, c'est quid de la compétitivité de nos entreprises européennes? Est-ce que cette productivité, est-ce que ce qu'elles sont est compatible avec une relance de l'exportation en 2013? Pour faire face à cette concurrence, sommes-nous bien armés? Quid de la compétitivité produit? Quid de la compétitivité prix? Et aussi quel levier et quelle marge de manœuvre pour la puissance publique pour accompagner les entreprises, où qu'elles soient, en France ou ailleurs, à l'exportation. Donc là aussi, c'est un sujet important. Et comme l'a dit Raphaël, Madame Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, donc nous a fait l'honneur d'enregistrer une courte intervention. Elle est en Chine, justement, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, pour essayer de soutenir nos exportations dans ce pays. Et puis nous écouterons aussi Claire Vaizan, directrice générale déléguée du Trésor, et Louis Gallois, qui, pendant le déjeuner, nous donnera son avis sur ce sujet. Enfin, quatrième question, qui est une question plus structurelle, la montée des classes moyennes. La montée des classes moyennes, on peut la voir positivement, mais on peut aussi la voir négativement. Positivement, c'est une manne. C'est une manne pour les industriels des pays concernés. C'est une manne pour nos entreprises à l'exportation. On rêve tous de vendre des produits de luxe, des voitures, que sais-je, de participer à la construction d'infrastructures, parce que ces classes émergentes sont demandeuses non seulement de produits, mais d'un accompagnement en termes d'infrastructures, de l'évolution de leur niveau de vie. Donc c'est une manne. Pour vous donner une idée, ne serait-ce qu'en Asie, on considère que les classes moyennes correspondent à un peu plus de 500 millions d'habitants, c'est-à-dire l'équivalent de la population de l'Union européenne. Voilà.
Donc ce n'est pas un petit sujet en termes de marché, c'est énorme. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que cette expansion des classes moyennes donne lieu à des mutations sociologiques, culturelles et politiques fortes dans leur pays. Il y a de nouvelles revendications, il y a des exigences de représentativité politique, de transparence, de disparition de différents modes de corruption. Donc il y a des attentes fortes, et on peut expliquer beaucoup d'événements récents, les événements des fin 2011, début 2012 en Russie, les événements tragiques récents en Inde, même le printemps arabe, comme résultant de cette nouvelle exigence des classes moyennes. Et donc je pense que ça sera très intéressant aussi d'écouter des experts, amis que nous avons fait venir d'Inde, du Brésil et de Russie, qui nous donneront leur éclairage, chacun sur leur zone, et qui pourront en parler lors de la table ronde de cet après-midi. Et avant, Pierre Sellal, secrétaire général du Quai d'Orsay, nous donnera son point de vue très particulier et spécifique sur les enjeux et les forces à l'œuvre dans ces pays. Et enfin, j'en termine là, last but not least, les États-Unis. Alors j'en parlais au début, les États-Unis, traditionnel moteur de la croissance mondiale, certes. Bon, mais on a vu quand même quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est qu'on a décompté les minutes un certain jour pour savoir si cette fameuse falaise fiscale, fiscal cliff, allait être mise en œuvre ou pas. Et pour ceux de ma génération, c'est quelque chose de vraiment nouveau. On n'était pas habitué à ça. Donc est-ce que ce qu'on a vu là récemment est significatif d'une radicalisation de la politique américaine, et en particulier de la politique économique américaine? Est-ce que le temps du pragmatisme, qui était sans nul doute un des secrets de la capacité de rebond de l'économie américaine, est définitivement enterré? Est-ce qu'on peut, comme certains le font pour cette raison ou pour d'autres, prophétiser le déclin de la puissance américaine? Et ça, c'est la question que va traiter Nouriel Roubini, qui nous a fait la gentillesse et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui en tant que premier intervenant. Et donc, dans quelques instants, nous allons lui laisser la parole. Avant, je voudrais vous remercier encore une fois d'être parmi nous. Nous sommes très excités tous à l'idée d'échanger avec vous sur tous ces sujets fascinants qui encore une fois, constituent l'essence de notre métier, qui nous fascine jour après jour. Et donc, je vous souhaite un colloque riche et stimulant, et je vous remercie pour votre attention.